dans cette nouvelle vidéo. Je vous ai demandé il y a quelques jours sur Instagram de me poser des questions pour cette vidéo, pour ce format, parce que oui, ça y est, il s'agit de la vidéo Chit Chat Rempotage, pendant laquelle je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux. Si jamais vous ne me suivez pas sur les réseaux, il est temps, ça y est, pardon ma belle, rejoignez la communauté et venez avec nous pour suivre un petit peu tout ce que j'ai à vous partager sur les réseaux. Voilà, donc aujourd'hui j'ai toutes ces plantes à rempoter, j'ai même un petit peu d'arbustes à l'extérieur. On va voir si déjà en rempotant tout ça, j'arrive à répondre à toutes vos questions, et si jamais il manque encore un petit peu de temps pour pouvoir répondre, on passera aux plantes d'extérieur. Alors, petite astuce déjà, avant même de commencer les rempotages, sachez que en bonne plante addict qui commence à connaître un petit peu les plantes et le nombre aussi de pots que j'ai dans toute mon organisation et toute ma maison, j'ai fait une liste. Parce que oui, le but n'est pas d'acheter des pots et de m'en retrouver avec 10 sur les bras vides. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai listé carrément tout ce que je devais faire. Par exemple, il y avait des pots avec des plantes qui étaient un peu en train de vivoter dedans et que je vais rempoter dans des pots plus petits. Pour le Lanthurium gracile qui est juste ici, il va aller pour le Lanthurium veitchi qui est... T'es où? Il est là. Ça te permet de optimiser le nombre de pots que tu as à la maison. Et là, tous les pots que j'ai mis ici, c'est des pots de plantes que j'ai retirés à l'intérieur parce qu'en fait, elles étaient déjà pas bien, elles étaient déjà un peu en train de décéder. Donc, je fais un peu de tri aussi pendant que je fais du rempotage. C'est pas mal en vrai. Concernant les mélanges, là, on va rempoter que pour l'instant des anthuriums. J'ai plein de terreaux qui sont un peu mélangés ou que je vais mélanger moi. J'ai un peu de tout, j'ai du terreau orchidée que je vais mélanger avec du terreau universel. J'ai un petit peu de nectar à compost que je vais venir rajouter à tous mes mélanges. J'ai des mélanges tout près de Sea Botanica comme ça. Bon, alors il y a écrit Alocasia dedans, mais moi je vais venir l'enrichir avec un petit peu de terreau orchidée. Et j'ai de l'aroïde qui est ouvert. Et les mélanges Sea Botanica aroïde en général, il y a un petit peu de coco aussi à l'intérieur. J'optimise mon utilisation de terreau pour éviter d'en mettre partout. Le seul truc, c'est que j'ai racheté aussi un gros sachet de billes d'argile pour pouvoir faire les fonds de mes pots. Le voici comme ça. On va faire quand même un fond de drainage dans tous mes pots. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois. Si jamais vous débarquez sur cette chaîne et que vous n'avez jamais vraiment vu comment je rempotais, en général, je fais toujours une petite base de drainage en fond, que ce soit avec de la pouzzolane, que ce soit avec des billes d'argile. Obligatoire pour moi, surtout avec des pots en argile. Et ensuite, je fais le mélange de terreau qui correspond un petit peu à la plante, ou alors j'utilise carrément du terreau universel, où je mets un petit peu souvent quand même de plus en plus de perlite pour alléger le tout. Et à noter qu'en général, je fais ça avec les doigts. Donc je vais galérer à pouvoir aller voir vos questions. Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par les questions que vous m'avez posées sur YouTube. J'avais fait un petit post sur ma chaîne. Bonjour Morgane, merci pour tes vidéos. Une question, comment vas-tu? Voilà, tout simplement. Merci Nathalie. Tout va bien pour moi. J'arrive de plus en plus à trouver mon petit rythme dans ma vie aujourd'hui. Je trouve que ça va de mieux en mieux. J'ai eu une petite période là pendant le mois de février qui était pas top top. Je galérais un petit peu avec mon organisation de taf. Aujourd'hui, je suis à mon compte et du coup, j'avais un peu de mal à gérer mes temps de gestion pour Verbobo, pour le podcast et pour les missions que j'ai en freelance. Aujourd'hui, ça va mieux. Les jours sont de plus en plus à rallonge, donc il fait de plus en plus beau ici à Montpellier, c'est trop bien. Et je galère à retirer. J'ai pas envie de trop tirer, mais purée. Si tous les pots. Waouh! Si tous les pots des anthuriums, ça c'est comme ça, on va pas se régaler, hein. Ok, écoutez, je pense que je vais pas plus le perturber que ça. C'est moi qui l'avais rempoté, celui-là, j'avais eu des mini pots. Je l'avais trouvé à plein pour tous dans un mix de plantes à 2 €. C'était une dinguerie d'avoir trouvé cette plante-là. Du coup, c'est l'Anthurium gracile celui-là. Bon, en même temps, ça fait quand même depuis septembre que j'ai déménagé à Montpellier. Il était temps, hein, j'ai envie de te dire, que je trouve mon petit rythme, mais ça y est, écoute, j'y suis là. Merci pour ta question, Nathalie. As-tu des conseils basiques pour l'entretien des anthuriums? Merci par avance. Alors, pour les anthuriums, j'ai fait une vidéo dans laquelle je présentais ma collection. Alors, du coup, ça date de quelques mois maintenant, sachant que j'ai ajouté tous ces nouveaux bébés ici dans une vidéo où je vous présente d'ailleurs toutes mes derniers achats. Je vous la mets juste en haut de la vidéo là. Et ensuite, la vidéo dans laquelle je vous montre ma collection d'anthurium, eh bien c'est là où je parle un petit peu des conseils d'anthurium. Donc je t'invite à aller voir celle-ci. Comme ça, tu pourras trouver
toutes les informations que tu recherches. En tout cas, pour les substrats, tu as vu, c'est ce que j'ai un peu expliqué au début de la vidéo. Je fais des mélanges, j'aime bien quand c'est assez léger, mais du coup ça m'oblige, on va dire, à être un peu plus présente et assidue sur les arrosages parce que les plantes qui sont en terre cuite, en tout cas dans des environnements comme le mien qui sont assez chauds, il fait quand même assez chaud dans mon appart, ça veut dire qu'il faut être assez assidu sur les arrosages pour éviter que la plante ne manque trop d'eau parce que c'est quand même des plantes qui sont assez gourmandes, les anthuriums. Je m'en suis rendu compte avec les années. Et mes gros anthuriums, par exemple mon anthurium clarinarium cristallinum, en fait je leur ai mis des Hoya. Je trouve que c'est plus simple à gérer avec des Hoya. Donc c'est en plus de l'arrosage, la Hoya c'est toujours un support. Donc voilà, ça c'est mes conseils classiques. On évite le plein soleil, ce que j'ai d'ailleurs fait avec des petits bébés que j'ai mis un peu près de la fenêtre là-bas. La feuille a cramé, donc on apprend de ses erreurs, mais on oublie vite aussi. Et après, je trouve que c'est des plantes qui sont quand même assez résistantes, même si j'ai déjà eu des attaques de trips sur les anthuriums. Je trouve que les trips les aiment beaucoup. La monstera que j'ai au boulot a plusieurs tiges qui se plient en deux et qui finissent par faire mourir la feuille. Elle est placée dans une espèce de véranda, je n'ai jamais trouvé sur internet d'où ça venait. Et celle que j'ai chez moi n'a jamais fait ça. Est-ce que tu sais d'où ça peut provenir? Moi, je te conseille de m'envoyer des photos sur mon Insta parce que là, comme ça, je t'avoue que c'est un peu dur à imaginer. Ça pourrait être pas mal. Comment faire pour que les feuilles des monsteras se trouvent? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a souvent qui pensent que c'est à cause de l'exposition. Ça peut l'être, mais c'est surtout une question de maturité. C'est-à-dire que la monstera, elle va se trouver au fur et à mesure des années. Donc, c'est pas parce que tu vas mieux l'exposer qu'elle va se trouer du jour au lendemain. Ce qui est sûr, c'est que dans la nature, la monstera, elle se troue pour pouvoir laisser passer la lumière en fait pour ses feuilles plus basses. Donc ça se fait naturellement en grandissant parce que dans la nature, en fait, elle peut grimper et du coup, elle crée en fait de l'ombre naturelle pour ses feuilles du bas. Et la plante va stimuler le découpement des feuilles pour que, en fait, elle puisse ne pas se laisser mourir ou ne laisser mourir les plantes du bas. Donc c'est assez canon comme façon de penser, c'est-à-dire qu'elle pense à elle-même avant même de penser aux autres, c'est dingue. Mais voilà, donc ça ne se fera pas par magie, il faut être patient. Du coup, il faut peut-être la faire grimper aussi, ça peut l'aider. Puis lui laisser le temps de grandir tranquillement aussi. Aurais-tu des conseils sur la culture des asparagus? J'ai un plumosus et un densiflorus dans la salle de bain globalement. Ils vont bien, mais poussent lentement et leurs petites aiguilles ont parfois tendance à jaunir et à tomber. Merci d'avance pour tes conseils. Les asparagus, c'est des plantes qui sont vraiment très friandes. En même temps, je pense que tu l'as capté, des coins très humides. C'est d'ailleurs là que tu l'as placé. Moi, je pense que c'est vraiment un très bel emplacement. Mais par contre, le problème souvent des salles de bain, c'est que c'est particulièrement sombre. Donc peut-être que ça manque un petit peu de lumière. Après, il faut faire attention parce que les asparagus, souvent, on peut avoir un problème de trop plein d'eau à un moment parce que justement, on pense que c'est une plante qui a vraiment besoin d'humidité. Certes, c'est une plante qui aime bien avoir le terreau légèrement frais en permanence, mais pas détrempé non plus. Du coup, il faut faire un peu gaffe. Il faudrait que tu arrives à capter si le jaunissement des petites pointes, c'est parce que la plante elle a eu trop d'eau à un moment, donc elle peut potentiellement être en train de pourrir, ou au contraire, si elle manque justement d'eau à un moment donné. C'est les conseils que je te donnerai. Donc effectivement, le fait qu'elle ne pousse pas vite, je pense que c'est une question de luminosité. Donc forcément, qui dit salle de bain, top, mais qui dit salle de bain, c'est souvent sombre. Si c'est pas le cas et que tu es dans une configuration avec une salle de bain plutôt lumineuse, tant mieux pour toi. Je pense que tu devrais faire attention à l'arrosage. Peut-être que quelque chose ne va pas. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faut regarder si ta plante est dans un moment de sa vie où elle peut grandir. Si on est en hiver, moi je trouve que c'est un peu logique que la plante prenne du temps à pousser. Peut-être que tu pourrais la rempoter, ça ne peut que l'aider. Ou alors, tu pourrais apporter de l'engrais, ça y est là. Moi j'ai commencé à... Enfin, en tout cas, j'ai recommencé à apporter de l'engrais à mes plantes depuis 2 semaines, je crois. Que tu peux y aller aussi, peut-être que ça l'aidera à reprendre un petit peu de force. Ou alors, tout simplement, passe d'abord par un rempotage. Comme ça, tu lui donneras du nouveau terreau pour sa vie. Ce sera pas mal. En tout cas, les plantes qui ne poussent plus et qui ne présentent pas de maladie, c'est peut-être une question de manque de nutriments à un moment ou juste qu'il est temps de recommencer l'engrais, quoi. Rien de bien grave, quoi. Alors... Tu as déménagé il y a quelques mois de Lyon à Montpellier. Qu'est-ce qui te manque le plus à Lyon? Je pense que ce qui me manque le plus, c'est la façon dont j'y vivais. Ici, j'ai aussi choisi de m'éloigner un petit peu du centre-ville, tout simplement parce qu'en fait, les personnes que je vois, mes copains, ils n'habitent plus en centre-ville, alors qu'à Lyon, mon cercle d'amis était dans mon quartier. Donc forcément, c'est pas du tout la même façon de vivre. À Lyon, je ne touchais pas ma voiture. Comme tu peux éventuellement aller à la mer, et suivant où tu habites, tu es obligé de prendre la voiture, ou alors tu mets des heures
pour aller à la mer, donc c'est pas forcément ce qui est le plus adapté, on va dire, à l'optimisation de ta vie. Le fait de me déplacer tout le temps en vélo, d'avoir mes copains pas loin, ça me manque un peu parce que en fait j'avais une vie de quartier que j'aimais énormément à Lyon. Ici, c'est pas la même chose, je suis pas dans le même type de quartier, c'est un peu moins dynamique. Donc on va dire que l'emplacement où je vivais était vraiment bien, même si c'était un peu, on va dire, malgré moi, parce que je l'ai pas vraiment choisi, hein. J'ai fait un peu avec ce que j'ai trouvé en arrivant. Et en fait, j'avais créé vraiment un train de vie que j'aimais énormément à Lyon, et ça me manque un peu parce que c'est vraiment comme ça que je me voyais vivre pour quelques années quoi encore. Quels sont les points négatifs et positifs que tu as rencontrés en revenant vivre à Montpellier? C'est pas un point négatif, mais en fait j'avais arrêté de prendre la voiture et ça c'était un truc que je voulais vraiment mettre en place en permanence ici. Et c'est vrai que c'est compliqué. Ce qui est sûr, c'est que je fais toujours autant attention à mon utilisation de ma voiture. C'est-à-dire que quand je me déplace, je fais en sorte d'optimiser tout ce que j'ai à faire en voiture au même moment. Comme ça, je prends la voiture, mais pas pour juste l'allumer, faire 10 minutes et repartir, tu vois. Ce que je fais rarement d'ailleurs, parce qu'en général, quand je prends la voiture, c'est pour aller un peu loin. Le point négatif, c'est bien sûr le réchauffement climatique. C'est quand même une zone dans laquelle, au fur et à mesure des années, ça va être de plus en plus compliqué de vivre. Le fait de se rapprocher du sud, c'est pas super parce qu'en fait, ce sera ici que les températures seront d'abord le plus chaudes. Je suis même pas sûre qu'on ait eu vraiment un vrai hiver. Il fait pas froid, tu vois, ici. Je me plains pas du tout, hein. Mais en fait, le fait d'avoir des saisons, moi, j'aime bien. Par contre, on est d'accord qu'à Lyon, quand il y a canicule, il fait 46 quoi, parce qu'il n'y a pas d'air. La différence entre ici et Lyon, c'est que ici on est près de la mer, et à la mer il y a du vent, il y a les marées. Ça influe forcément sur l'air rentrant dans les terres. À Lyon, c'était pas du tout le cas. Mais à Lyon, il y a la neige, quoi. Voilà. Il y a vraiment un vrai hiver, comme un vrai été trop chaud. Quelles sont tes 5 plantes préférées? C'est trop dur quand vous me demandez ça à chaque fois. Le truc, c'est qu'en fait, là, j'ai un amour pour les anthuriums, donc j'aurais envie de dire anthurium en globalité. Même si clairement, mon premier anthurium, c'est mon anthurium clarinervium et je l'aime énormément. C'est vraiment celui qui m'a fait kiffer les anthuriums et d'ailleurs qui me les a fait découvrir. Anthurium clarinervium, je pense. Je peux pas les classer. Mon Pilea peperomoide, même si il a eu la tête coupée suite à mon déménagement, c'est toujours un qui fait partie de mon cœur depuis très longtemps et qui continue de vivre avec moi, donc sûr il est dedans. Bah ma Monstera variegata aussi parce qu'elle m'a tellement fait de bébé, elle vit tellement bien ici que j'en suis trop fière, donc ma fougère nid d'oiseau aussi que j'ai dans ma chambre. Best, je l'ai depuis tellement longtemps que je l'aime énormément quoi. Qu'est-ce que je peux avoir encore? J'aurais envie de dire mon citronnier que j'avais acheté à Montpellier, que j'avais ramené chez mes parents, que j'avais pris à Lyon. Enfin c'était un espèce de beans. Le type il a vécu une espèce de road trip et pour autant il est revenu à Montpellier et il me fait des citrons et il est au max. Rien que pour ça, c'est oui. Voilà. As-tu des nouveaux projets professionnels? Si oui, lesquels? Pour l'instant, non. Donc, je pense que si jamais j'en ai, je vous en parlerai au moment où ça arrivera. Des plantes résistantes dans un coin de balcon dans lequel la pluie ne tombe pas. Là, je suis arrivée à Montpellier avec cette caractéristique-là, c'est-à-dire que mes plantes sont toutes à l'abri. Et elles résistent toutes, donc je comprends pas trop ta question. C'est pas ça la question, c'est plus quel entretien tu veux avoir à apporter à tes plantes tout au long de ton année. Est-ce que tu es présent? Est-ce que tu as le temps? En fait, avoir des plantes à l'extérieur, c'est pas forcément prendre des plantes résistantes, c'est choisir des plantes en fonction de ton implication. Que les gens qui pensent que les plantes d'extérieur, on les pose et elles vivent toutes seules, c'est pas vrai en fait. Sauf si tu avais un jardin, en l'occurrence ce n'est pas le cas. Et en plus du coup si tu as un balcon qui est comme le mien, c'est-à-dire vraiment sans la pluie qui tombe, en fait c'est à toi d'être présent pour pouvoir entretenir ta plante. En fait moi j'ai tout type de plantes là actuellement sur mon balcon, tout fonctionne très bien, c'est juste que du coup je suis présente pour m'en occuper et c'est ça qui fait qu'elles vivent toutes bien, donc voilà c'est plus ça la question là. Il n'y a pas de réponse magique malheureusement, les plantes ne vivent pas toutes seules à partir du moment où elles sont en pot. C'est à toi de choisir et de voir le temps que tu veux donner à tes plantes d'extérieur. Et dans ce cas-là, je pourrais te conseiller, même si bien sûr il faut faire en fonction de son exposition. Hop là, comment je vais faire pour tourner là? Comment réfléchis-tu, visualises-tu la croissance d'une plante? J'ai une bouture de potose de Philodendron micane et j'ai des jeunes misères et c'est vrai que j'ai du mal à réaliser qu'elles vont devenir grandes, prendre plus de place. J'en ai d'autres non retombantes mais j'ai du mal à me projeter, réfléchir, organiser quand tout ce petit monde va croître.
C'est sûr que j'ai quand même rarement acheté des plantes sans avoir vu la plante mère, on va dire. Quand je commençais dans les plantes, souvent ce que je faisais c'est quand même aller voir ou alors regarder le modèle plus gros pour voir un petit peu quelle allait être la tête de la plante une fois qu'elle serait grande. Donc en fait ce que je fais c'est que je me spoil et je vais voir sur internet pour voir la forme que ça a ou sur Instagram. Tous les hashtags qui sont créés par les gens qui partagent des photos de leurs plantes. Grâce à ça, ça te permet de voir un petit peu la forme que va avoir ta future plante. Moi, je te conseille de faire comme ça. C'est-à-dire qu'un pothos, en fait, ça peut être immense et ça peut aussi être minuscule si jamais tu prends le temps de la tailler à chaque fois et de refaire des boutures. Pour les plantes retombantes comme ça, qui sont faciles à bouturer, en soi, c'est pas un stop à l'achat parce que tu peux lui donner la forme que tu veux. Un peu pareil pour la monstera, quoique ça porte le nom de la plante, c'est directement que ça va devenir énorme. Tu peux te projeter et te dire que ça va être très gros, par exemple comme les alocasias. Certes, il y a des variétés qui restent un peu plus moyennes, mais en général, les alocasias, c'est quand même des plantes qui peuvent vite atteindre 1 mètre, de 1,50 m, tu vois. En termes de visualisation, on va dire que j'essaie de connaître un peu la variété avant de me lancer dans l'achat d'une plante. Renseigne-toi pour pouvoir être le mieux informé possible, pour pouvoir te lancer dans ton projet. Et la dernière question de YouTube, c'est qu'est-ce qui te rend le plus heureuse dans la vie? Plein de choses. J'aime énormément me retrouver une après-midi ensoleillée sur mon fauteuil avec mon livre et mon petit chat auprès de moi. Autant que j'aime passer une journée entière avec mes copains à la plage en train de beacher, en train de jouer avec leurs enfants, en train de les voir et discuter de la vie et de tout. Comme j'aime me retrouver avec mes copains lyonnais au bar le soir et où tout le monde raconte sa vie et où on passe un très bon moment. Il y a plein de choses comme ça qui complètent, on va dire, meuf qui vit seule. Il y a plein de choses qui en fait qui me remplissent de joie. On va dire l'un sans l'autre, je pourrais pas être complète et heureuse au maximum. Comme il y a des moments avec mes potes lyonnais qui me manquent un peu, nos retrouvailles, nos matchs de volley, ou ici je retrouve un peu parce que je fais un peu la même chose, même si c'est pas les mêmes copains. Il y a plein de choses comme ça. Je pourrais pas dire qu'il y a un truc au maximum qui me rend heureuse parce que c'est tout ce qui fait ma vie aujourd'hui qui me rend heureuse et certains moments, certes, clés, où là je me dis ça c'est trop bien et j'ai envie de le revivre encore, tu vois. Très philosophique. J'espère que ma réponse te plaît. On passe maintenant aux questions d'Instagram. Ta dernière invasion de trips datant de quelques jours, ah oui, a pu être maîtrisée. Oui, c'est bon, je m'en suis débarrassée. As-tu rebougé tes meubles? Dedans, non. Si, c'est pas vrai en plus, j'ai rebougé. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous montre les petits mini changements que j'ai fait dans ma chambre. Ça risque de changer encore parce que j'ai pas encore trouvé ce qui m'allait réellement dans la chambre. Je pense que ça manque de quelque chose. Je pense que dans la chambre, je vais continuer de bouger les trucs et d'essayer. Avec moi, on n'est jamais sûr de rien, c'est-à-dire que j'aime tellement tout bouger tout le temps que quand j'en aurai marre de cet arrangement-là, j'aurai tendance à le changer aussi. Avec les journées chaudes qui arrivent. Désolée, je parle tellement que la caméra a coupé. Où j'en étais? Comment je me sens chez moi, je crois. Donc je disais que j'adorais mon appartement, que la lumière était dingo, que la résidence était super sympa. Donc ouais, je me sens très bien dans cet appart. Pourrais-tu envisager d'adopter un deuxième chat? Banana s'ennuie pas trop tout seul. Il n'est pas tout seul. Et puis il y a tous ses copains verts là. En vrai, peut-être, mais je pense pas dans cet appartement. Un jour, quand j'aurai un appart plus grand ou que j'aurai enfin acheté, oui, je pense, ça me dérangerait pas d'avoir un deuxième petit chat. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas un chat qui serait perturbé par le fait de partager son espace avec un autre parce que Banana, il a grandi longtemps avec son frère et sa sœur, il me semble. Du coup, il a l'habitude des chats et il les kiffe même. Bon, après, le truc, c'est que Banana, il est quand même assez grand, il est imposant et c'est vrai qu'il peut faire peur aux autres chats, c'est plus ça. Un petit chaton dans les pattes, ça se passera très bien. Il y a aussi ce truc de, même si moi j'en ai envie, j'ai quand même l'avantage d'avoir un chat qui est né dans le début de mon kiff pour les plantes et donc il va jamais aller taper un croc dedans. Si je me retrouve avec un chaton qui me fait dinguerie sur dinguerie et qui en plus ne peut pas manger uniquement que les plantes qui sont faites pour les chats, j'aurais peut-être un peu peur de laisser deux animaux comme ça dans un endroit où ils pourront peut-être se mettre en danger, même si je sais que Banana il le fera pas. Toutes les plantes ici, elles sont toxiques pour les animaux et c'est quand même assez dangereux. Le fait qu'ils sachent et qu'ils kiffent une seule variété, c'est trop bien, mais peut-être que ça se passera pas pareil avec un autre chat. C'est quand même une des choses qui pourrait me freiner dans cette envie, tu vois. Je voudrais couper mon adénium obésum pour le ramifier. Quand puis-je le faire? Tu peux le faire maintenant, hein. Moi, j'aurais tendance à le faire au printemps, donc maintenant. Je pense qu'il n'y a pas vraiment... Enfin, en tout cas, c'est à partir du moment où les températures remontent naturellement, donc ça dépend un petit peu de où tu vis, mais moi, j'aurais tendance à le dire
que tu pouvais le faire maintenant. Ça permettra au luxurian d'avoir beaucoup plus de place. Je vais par contre lui mettre vraiment un bon drainage. Ouais, c'est pas déconnant en vrai. Je pense qu'il grandira vite. Utilises-tu des pots en terre cuite ou en plastique, d'après toi? C'est toujours pareil. Il n'y a pas de choix miraculeux. C'est-à-dire que ça dépend de ton environnement, de ton intérieur, de comment tu entretiens tes plantes. Moi, j'aime bien, parce que j'arrive très bien à gérer l'arrosage de mes plantes dans des pots en argile. En intérieur, en tout cas. À l'extérieur, c'est vraiment différent. Je gère pas du tout de la même façon parce que j'ai pas du tout le même climat en même temps. Je sais pas quoi ça me fait. J'ai pas laissé un trou assez profond pour le placer. Donc comme tu peux le voir, je pense que j'ai, à part quelques boutures que j'ai encore en pot en plastique, tout est en argile ici. C'est un choix, c'est une façon d'entretenir les plantes. Comme c'est un choix de faire de la culture en terre et pas en hydro ou en semi-hydro, c'est vraiment personnel. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise situation, j'ai envie de te dire. Il n'y a que la façon dont toi tu arrives à gérer un petit peu ton entretien. Moi j'aime bien faire comme ça. Il m'en reste un et je n'ai plus de questions. Bah tant mieux, hein. Je me demandais l'origine de ton pseudo. Eh bien, vert comme la couleur vert. Et Bobo, c'est Beau, c'est la première syllabe de mon nom de famille, d'où le doublé Bobo. Alors c'est pas du tout le fait que je suis une grosse bohémienne, quoique à cette origine-là, en tout cas dans ma famille, peut-être que à l'époque on était de cette team-là. Je crois qu'à la base, je m'étais appelée Morgane Bobo. Et puis finalement, la couleur verte étant quand même assez présente dans ma vie, j'ai choisi de garder la couleur. Et voilà pour nous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vais terminer le rempotage de ce petit Luxurians et du dernier petit hybride que j'ai sur le côté là à droite. Qui d'ailleurs, merci beaucoup pour ceux qui m'ont répondu. C'est donc un Plomanie hybride. Dites-moi, peut-être que c'est un format de vidéo que j'aurais tendance à réaliser de temps à autre. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine pour une nouvelle. Et je viens appuyer ici. Merci, bye bye.